Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un texte assez percutant. C'est un manifeste français qui s'intitule « Guidig manifeste son pouvoir ». On va essayer de décortiquer ça ensemble. Et on commence fort. Le texte nous balance direct cette citation de Sergio Leone. Ça met tout de suite l'ambiance. On comprend que le ton va être, assez direct et conflictuel. Alors pour y voir plus clair dans ce manifeste, on va suivre un plan en 5 points. On va parler des bâtisseurs contre les démolisseurs, de la confiance comme monnaie du pouvoir, des 3 grands piliers du contrôle, de l'architecture de la peur, et enfin de la solution proposée, forger un nouvel ordre. Voilà, on entre dans le cœur du sujet. D'après ce manifeste, le monde serait en fait le théâtre d'un combat permanent entre 2 catégories de personnes. 2 visions radicalement opposées. Et là c'est super intéressant. Ce n'est pas juste une question de politique, gauche contre droite. Non. Le manifeste pose ça comme un conflit quasi métaphysique. D'un côté, ceux qui construisent, qui avancent, les bâtisseurs de cathédrales, et de l'autre, ceux qui gèrent le déclin, les creuseurs de tombes, comme ils les appellent. C'est une opposition totale entre la création et ce que le texte nomme une sorte d'extinction planifiée. Ok, donc on a ces 2 camps, mais la question c'est comment l'un arrive à dominer l'autre. Eh bien, selon le manifeste, la clé de tout, c'est le contrôle d'une seule chose, une force invisible mais absolument essentielle. Cette force, c'est la confiance. Le texte la décrit comme le levier ultime, celui qui décide de ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est une idée assez forte. Le pouvoir aujourd'hui, ce n'est plus la force brute, les armées. C'est la capacité à manipuler la confiance que les gens placent dans les grandes institutions, la science, l'État, la finance. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le croyant moderne n'a plus Dieu, il a l'expert, le banquier central, le comité scientifique. En gros, le manifeste nous dit que la foi aveugle n'a pas disparu, elle s'est juste déplacée. On est passé de la religion à une nouvelle forme de clergé, des experts qu'on n'a pas élus, mais dont on accepte les décisions sans discuter. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment ça marche cette manipulation de la confiance? L'auteur ne reste pas dans l'abstrait. Il donne 3 exemples très concrets. 3 études de cas pour appuyer son propos. Le premier exemple, c'est le 11 septembre. C'est un sujet évidemment très sensible. Alors, la thèse du manifeste ici, c'est que tout le débat qu'on a connu, version officielle contre théorie du complot, serait en fait un faux débat, une sorte de piège. Pour l'auteur, ça servirait à masquer le vrai message, le vrai contexte, c'est-à-dire un signal de violence venant d'un monde arabe écrasé par des décennies d'intervention occidentale. En gros, en nous enfermant dans ce faux débat, on nous empêcherait de voir la véritable cause du problème, le cycle de la violence, pour maintenir un récit très simple de gentil contre méchant. Deuxième étude de cas, la pandémie de Covid. Et là encore, le manifeste prend un angle très particulier. Il ne l'analyse pas sur le plan sanitaire, mais, comme il le dit, comme un génialissime laboratoire du contrôle. L'idée, c'est que tout ça aurait été une gigantesque expérience sociale. La question posée, selon le texte, n'était pas comment soigner les gens, mais plutôt jusqu'où un peuple est-il prêt à accepter l'absurde? Jusqu'où peut-il obéir sans réfléchir? C'est une lecture très politique de la crise, évidemment. Et pour prouver ça, le texte met en avant les changements de discours officiels. Au début, les masques sont inutiles, puis ils deviennent obligatoires. Le vaccin devait stopper la transmission, puis il réduit les formes graves. Pour le manifeste, ces changements ne sont pas le signe d'une science qui progresse, mais bien la preuve d'une opération psychologique où la vérité s'adapte en permanence pour maintenir le contrôle. Et on arrive au 3e et dernier pilier du contrôle. Un pilier peut-être plus fondamental encore, l'argent lui-même. Ici, le système monétaire est présenté comme un grand tour de passe-passe. En gros, les banques créent de l'argent à partir de rien, de la dette. Cet argent est prêté aux États, aux entreprises, aux gens, et puis par le jeu des dividendes et de la spéculation, il finit par se concentrer dans les mains d'une toute petite minorité. C'est décrit comme une sorte de monopoly truqué, une fiction collective qui organiserait un transfert de richesse permanent du bas vers le haut. Donc, on a vu les 3 piliers du contrôle. Maintenant, le manifeste élargit la perspective et s'intéresse au carburant qui fait tourner toute cette machine. Une émotion bien précise, la peur. La citation est très parlante. Un peuple effrayé ne réclame pas la liberté, il réclame des chaînes. L'idée centrale, c'est que cette peur n'est pas naturelle, spontanée. Elle serait au contraire fabriquée, entretenue, pour que les gens demandent eux-mêmes plus de sécurité, et donc plus de contrôle. Et quels sont les outils pour fabriquer cette peur et ce contrôle? Le texte en liste plusieurs. Les médias, qui ne feraient pas qu'informer, mais qui fabriqueraient la réalité. L'Union européenne, décrite comme une cage dorée bureaucratique, la technologie qui nous rendrait dépendants, et bien sûr les marchés financiers, ce dieu invisible qui tiendrait les États en otage. Tous ces éléments seraient les barreaux invisibles d'une prison moderne. Ok, le constat est assez sombre, assez critique.
Mais alors, on fait quoi? Après avoir tout démonté, est-ce que le manifeste propose une solution? Eh bien, la première chose que dit le texte, c'est que ça ne sert à rien de critiquer le système de l'intérieur. Manifester, s'opposer, tout ça serait inutile, une sorte de théâtre qui, au final, ne fait que valider le système en place. La vraie solution, selon l'auteur, elle est ailleurs. Comme le dit la citation, les puissants ne craignent pas les discours, ils craignent l'alternative. L'appel à l'action est donc très clair. Il faut arrêter de perdre son temps à essayer de réparer ce qui est cassé et plutôt se concentrer sur la construction de quelque chose de nouveau. Quelque chose de tellement attractif que l'ancien système finira par s'effondrer de lui-même. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire bâtir des communautés et des économies alternatives. Ça veut dire reprendre le contrôle de sa vie, mentalement, physiquement, économiquement. Ça veut dire créer ses propres réseaux d'information pour ne plus dépendre des médias traditionnels. En fait, l'idée, c'est d'arrêter d'attendre un sauveur et de devenir soi-même son propre refuge. On passe vraiment de la critique à la construction active d'une sorte de société parallèle. Et le manifeste se termine sur cette question finale. Une question qui n'en est pas vraiment une en fait, c'est plutôt un choix, une mise en demeure. En gros, va-t-on continuer à consommer passivement les histoires qu'on nous raconte ou va-t-on décider de devenir l'architecte de sa propre vérité, de sa propre réalité? C'est sur cette interpellation que se referme l'analyse.